Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission et aujourd'hui je reçois Maëva et avec Maëva on va parler de la notion de couple, mais qu'est-ce que ça nous raconte à la fois dans notre échelle on va dire humaine, mais à une autre échelle de la conscience aussi et à travers la notion de couple, tout simplement la sexualité qui fait partie de l'organisation à la fois du cosmos, mais de la propre organisation finalement de notre propre humanité. Et qu'est-ce qu'elle raconte à différentes échelles, à la fois ce que nous, on perçoit actuellement dans notre société et à la fois finalement comment elle peut être canalisée pour nourrir tout un tas d'autres strates qu'on ne voit pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai fait donc appel à Maëva pour nous éclairer. Alors, Maëva, bienvenue à toi. Mais bonjour, bonjour à toi et bonjour à tous. Alors, quand je t'ai proposé le thème sur le couple, moi j'ai directement pensé à toi parce que je te suis notamment sur Instagram. Tu as deux comptes où tu partages des messages qui te traversent et tu fais aussi de l'accompagnement. Et tu as un compte qui s'appelle l'Arche d'Éden, où j'ai vu que tu partageais aussi pas mal sur la notion du couple. Et j'avais envie voilà, que tu te présentes et que tu me dises pourquoi cette thématique t'a appelé et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de venir ici partager. Oui, alors déjà, qu'est-ce qui m'a appelé dans la thématique pour aujourd'hui, c'est ça pour le... Oui, tout simplement comme tu l'as dit, c'est quelque chose que je partage déjà. Alors l'Arche d'Éden, effectivement, pourquoi? Parce que je suis très connectée. C'est un petit peu comme si j'avais des câbles qui étaient reliés à une ligne temporelle où il y a des âges d'or. Voilà, c'est comme ça que je l'explique. Et donc ces câbles-là, ils m'envoient des signaux, des informations sur comment ça se passe dans les relations sociales, humaines, et surtout entre les femmes et les hommes. Alors pourquoi c'est sur ça que je suis branchée, je ne sais pas. Mais donc du coup, forcément que ça me parle. Donc j'en ai créé une petite arche parce que c'est super important pour moi de devoir parler de tout ça. Alors peut-être que je peux aussi en profiter pour expliquer mon parcours. Euh, je suis psychologue initialement et donc d'orientation psychanalytique. Et la psychanalyse, elle s'intéresse beaucoup à la pulsion sexuelle, l'énergie sexuelle en tant qu'énergie de vie, la pulsion de vie. Et donc, pour le père créateur de la psychanalyse, Freud, la pulsion sexuelle, elle est vraiment à l'origine de je vais y arriver, structuration psychologique, des névroses, des psychoses et tout ce qu'on peut connaître comme organisation, on va dire. Et je pense qu'il a eu une profonde intuition, bien qu'il ne l'ait pas du tout spiritualisé, qu'il soit resté sur un plan de la personnalité, parce que c'était on va dire, son ressenti et sa conviction. Il a quand même eu une sacrée intuition pour comprendre que c'était une énergie fondamentale à l'origine, en fait, euh, de la vie, en fait, de ce qui nous anime et de ce qui fait le moteur, en fait, de la création à l'intérieur de l'humain. Mais aussi, je pense, de façon cosmique. Ça, c'est Jung qui l'a travaillé après. euh, voilà, donc juste pour me présenter, c'est ça en fait que j'ai en socle. Et, et après, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, avant qu'on commence le live, j'accompagne depuis 2018, donc j'ai été diplômée en 2018, et j'accompagne euh, attends, pardon, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, est-ce qu'on peut faire une pause? Pas de souci. Oui, donc il y a une petite coupure. Je reprends donc sur le fait que j'étais donc diplômée en 2018. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que, je t'ai expliqué ça tout à l'heure, Jade, j'ai travaillé auprès de personnes victimes sur un plan pénal. Et donc, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont porter plainte par rapport à leur relation conjugale.
majoritairement, ce sont des femmes que j'ai croisées. On va dire peut-être 75% de la population que j'ai croisée dans mes entretiens, c'était des femmes. Il y avait des adolescentes, il y avait aussi malheureusement aussi des enfants sur d'autres choses. Et voilà aussi victimes en tant qu'enfants parce qu'ils voient le couple parental se disputer et voir aller plus loin. Et donc ça, c'était mon travail initial. Aujourd'hui, je continue d'accompagner ces personnes, mais j'accompagne les auteurs sur le plan aussi de leur rapport les auteurs de violences conjugales, sur leur rapport à la femme en général et au féminin, renouer en fait avec leur essence d'amour qu'ils ont en fait en eux. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai à cœur pour contribuer à la délivrance en fait. C'est toujours ça. Voilà, pour juste la présentation un petit peu de là où je suis. Alors, pour te dire, quand j'ai eu l'idée de cette thématique, j'ai eu une image et tu vas me dire comment ça te parle et toi, qu'est-ce que tu peux avoir comme information reliée à ça. Voilà, si ça te parle et tout. Alors, l'image que j'ai eue pour parler donc, de la thématique du couple, de la sexualité, c'est l'image d'une pyramide. Alors, attends. Donc, la pyramide, en gros, attends, c'est là. En gros, lorsque la sexualité est vécue à travers encore tout ce qui est instinct animal primitif, avec une vision, on va dire, horizontale, donc moi, où on a cette vision de l'homme un peu animal à quatre pattes, il y a comme un étirement, une division un peu aux quatre coins de l'énergie sexuelle, du rapport à l'autre, où c'est un peu dispersé. Et au fur et à mesure, donc c'est un peu comme une élévation de conscience. Après, l'homme va se mettre sur ses deux pieds, et ça va être la face de la pyramide, où il va y avoir une première canalisation de cette énergie sur quelque chose d'autre, sur un nouvel axe, genre deux pieds et le sommet de la tête, tu vois. Oui. Et après, à un autre degré, ça va être tout ça, une fois que c'est canalisé, c'est réuni en un seul point. Et du coup, c'est plus éparpillé, c'est comme canalisé et vécu à travers un point, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sexualité, il y a ce qu'on voit dans la société, donc où c'est assez éparpillé, dilapidé. Il y a certaines personnes sur leur chemin spirituel qui vont par exemple explorer le tantra, où il va y avoir comme un premier rapport de canaliser ces forces-là d'une autre manière, tu vois. Et il va y avoir des personnes qui vont plus du tout, par exemple, être dans des rapports charnels, qui vont déjà qui vont vivre cette énergie sexuelle à travers un autre prisme que le côté charnel, l'interaction charnelle, à travers uniquement à canaliser ça à travers la créativité, à travers d'autres plans plus subtils. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui étaient, par exemple, en haut, ils oubliaient des fois que ce qui était en bas était en fait le germe de ce qui leur permettait, eux, de canaliser en haut. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, oui, tout à fait. J'ai l'impression que quand les gens dialoguent là-dessus, ils sont un peu séparés et ils oublient qu'en fait, tout ça, c'est une énergie qui est canalisée. En fait, c'est un tout, tu vois. Alors, j'aimerais savoir comment ça te parle, si ça te parle, voilà. Ça me parle fortement ce que tu dis. C'est vraiment très connecté. Là, je suis en train de faire les liens, du coup. Oui, je suis d'accord avec cette idée qu'il y a encore en fait, une division, mais c'est à l'échelle de notre propre parcours spirituel. C'est soit on est encore dans la division, soit on va dans la réunification. Et moi, c'est comme ça que je le perçois aussi, c'est que c'est ça que je trouve en fait vraiment divin dans la sexualité. C'est que pour moi, c'est justement réunir, en tout cas dans notre esprit qui veut tout diviser, réunir l'opposé, ce qui semble être opposé, et donc tout ce qui est charnel en fait à tout ce qui est totalement divin et connecté. Parce que pour moi, c'est dans le bas qui est dans le haut, qu'il y a le haut, et c'est dans le haut qu'il y a le bas. Et pour moi, j'ai déjà donc une vision, on va dire, peut-être encore assez théorique, parce que je n'expérimente pas à 100%, on est d'accord, mais en tout cas, j'en ai comme le souvenir de ce que ça fait, en fait, que d'être totalement réunifié à ce niveau-là. Et je suis totalement d'accord avec cette idée à la base, si on est sur un versant ou sur un autre, il y en a un côté, effectivement, c'est totalement
comment tu as dit, c'est éparpillé, je sais plus comment tu as... Oui, j'avais un peu cette image des 4 coins de la pyramide où du coup l'énergie, elle est étirée, tu vois, Étiré. étirée un peu, voilà, un peu dilapidée dans 4 coins différents et elle n'est Oui, pas encore vectorisée, je veux dire, formalisé, c'est ça. vers le point culminant. Oui. Et je voulais savoir, bah, toi qui travailles par exemple voilà, avec des hommes, des femmes, qu'est-ce que la sexualité, dans la façon d'être employée aujourd'hui dans notre société, dans ce qu'on observe, qu'est-ce qu'elle raconte, par exemple, de la conscience humaine et qu'est-ce qui se dessine pour cette conscience, tu vois, par rapport à ce que tu peux avoir comme ressenti, comme image, par rapport à ce fameux âge d'or que tu perçois? Actuellement, pour moi, là, ce qui me vient quand je me connecte à la question, c'est que vraiment, je vois et ressens la souffrance profonde. Attends, j'éteins mon portable parce que sinon ça va parasiter. Je ressens la souffrance profonde qu'ont les gens, en fait, dans leur rapport au corps déjà. Ce rapport au corps étant totalement déstructuré, désorganisé, coupé en fait de leur propre essence, ben, ils en arrivent à l'utiliser, mais aussi d'une façon ombragée et de souffrance en fait. J'observe à quel point, ne serait-ce que les adolescents, quand je les reçois, les jeunes femmes, les jeunes filles à 15-16 ans, elles ont un rapport à la séduction, ne serait-ce que ça, la séduction, savoir qu'est-ce que je suis qu'est-ce que c'est être une jeune femme, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est être belle, est-ce que c'est recevoir des likes sur mes photos, est-ce que c'est avoir l'attention de ce garçon, voilà, c'est des questions comme ça, mais elles en arrivent à un stade en fait d'errance, je trouve, parce que fondamentalement actuellement en fait notre société elle est construite sur donc un oubli pour moi du principe féminin, du principe cosmique de l'essence intérieure. Et donc, ça se répercute dans la matière chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes. Et donc, les jeunes femmes, elles incarnent là l'oubli, en fait, de ce qu'elles sont, puisqu'elles ne voient pas. Et donc, elles demandent au masculin de voir ce qu'elles sont. Et ça, c'est le propre de la névrose. Et là, on repart sur les concepts de Freud, mais vraiment, il a tout vu sur ça. La femme, et surtout dans l'hystérie qui vient de utérus, on dit que les femmes sont dans des névroses hystériques en majorité, mais c'est la maladie du féminin. C'est qu'en fait, elles cherchent dans cette névrose-là à définir ce que c'est la femme. Qu'est-ce que la femme? Et donc, notre société en général, elle est basée sur ça. Et on va constamment aller chercher dans le regard masculin comment définir cette obscurité, ce trou, en fait, cet indicible, ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, concrètement. Parce que le féminin, c'est quoi? C'est vraiment ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui représente le sensible, l'impalpable, l'âme, ce qui n'est pas tangible. Et alors que le masculin, c'est ce sur quoi on est basé aujourd'hui dans notre société, bien basé sur la cognition, sur le rationnel, sur la science, et donc tout ce qui est bien tangible et bien concret. Et il y a une vraie séparation. Et tout simplement, les femmes et les hommes d'aujourd'hui sont à l'image de notre déconnexion spirituelle à ce principe féminin, ce principe masculin qui sont à la base unis, quoi. Ce qui engendre en fait toutes les souffrances. Les hommes eux-mêmes aussi, ils souffrent de ça. Ils souffrent de ce manque de connexion à leur propre intériorité. Et donc forcément qu'en manquant de cette connexion à leur âme, ils vont pas pouvoir comprendre ce que c'est que la femme non plus. Ils vont la comprendre avec leur regard du principe masculin qui est totalement, quasiment totalitaire en fait. Et voilà. J'espère que c'est compréhensible mes termes. Dis-moi si tu veux que je... Alors oui, c'est très compréhensible, c'est très imagé. Et moi, pendant ce que tu racontais du féminin, il y a
quelque chose que j'observe, tu vois, c'est que nous, on est dans une société donc quand même assez hyper sexualisée autour du corps de la femme. Et donc, si on comprend cette information, alors, je reprends ma petite image de la pyramide, mais ça me guide. Si on reprend l'image de la pyramide, donc dans notre société où c'est hyper sexualisé autour du corps de la femme, Oui, c'est compris à travers, on va dire, un instinct assez primaire d'avoir en fait, de oui, prendre, mais physiquement. oui, Et je sais plus où j'avais entendu ça, je crois que c'était Lulumineuse qui avait partagé ça, que par exemple, sur un autre niveau de conscience, eh bien la femme avait cette même énergie attractive, comme on peut le retrouver à travers la muse, la façon dont est modelé le corps féminin, il y a quand même cette énergie attractive, cette beauté qui attire. oui, Mais quand elle est comprise à un autre niveau de conscience, eh bien, on n'est plus dans quelque chose qu'on veut prendre, mais c'est une énergie qu'on intègre pour élever la conscience du masculin. Tu vois ce que je veux totalement, dire? totalement. Et en fait, c'est ce qu'on observe dans la société où on voit ces corps de femmes où les hommes sont comme happés, tu vois, par leur pulsion sexuelle. Oui, Et ben si c'était vécu à un autre niveau de conscience, non plus dans le prendre pour soi, mais oui, dans l'inspiration plus totalement, subtile, tu vois, ça aurait... En fait, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des nouvelles lunettes de conscience, tu vois. Et, totalement. et c'est vrai que souvent, quand on veut faire une critique de la société, on va condamner en disant oui, mais vous vous rendez compte de l'hypersexualisation des femmes, les femmes peuvent se montrer nues sans être hypersexualisées. Et dans ma tête, je me dis, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux, parce que cette hypersexualisation, elle a à comprendre autrement. C'est-à-dire que vraiment, le corps de la femme a cette nature, et c'est pour ça que les peintres ont peint autant de femmes nues, je pense, pour mettre en avant cette énergie, que c'est comme un magnétisme, mais qui appelle du coup le masculin à euh, canaliser cette énergie en lui. Et Oui, après, bon, on voit même à travers comment se passe l'acte sexuel à vectoriser cette énergie, mais pas d'un point de vue physique, d'un point de vue subtil. Tu vois ce que je veux dire? totalement. Je sais pas. Dis-moi comment ça te parle. Euh, Euh, oui, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la polarité féminine qui est en fait, par son essence, elle est l'attraction. La polarité masculine, par son essence, elle est le phénomène répulsif de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, les hommes comme les femmes, on est tenté d'incarner une polarité ou un autre en majorité. Mais si on ne trouve pas l'équilibre, soit effectivement dans notre société, vu qu'on est dans la division, les hommes, ils vont être dans euh, l'acte uniquement de répulsion et la femme, elle va être dans l'acte d'attraction. Et donc, si c'est totalement divisé, une femme qui est uniquement dans son principe féminin, coupée de son plan subtil, euh, elle va être justement dans cette caricature en fait du féminin, la caricature de l'attraction. Et donc, cette caricature-là coupée des plans spirituels, mais effectivement, ça va se loger dans quoi? Dans la chair. Et donc, cette attraction, qui est naturellement cette essence féminine qu'on a toutes, effectivement, on va être tenté de le confondre avec l'attraction physique. Et c'est pour ça que les femmes, voilà, en tout cas dans notre société actuelle, elles ont cette inconsciente tendance à se positionner du côté de cette objectalisation, en fait, de mon corps est beauté, mon corps est attractif, parce que elles ressentent, en fait, cette essence-là d'attraction qu'elles incarnent. Mais le problème, c'est comme tu le dis, si c'est pas relié au plan supérieur, on est sur des lunettes vraiment différentes et qui amènent justement à tout ce qui est coupé de la lumière. Et forcément que l'homme, c'est la même chose en fait. Il y a ni l'un ni l'autre qui l'engendre plus. C'est vraiment un ensemble qui fait qu'on est tous comme ça dans cette société. Et sur les plans d'âge d'or, c'est comme tu l'as expliqué et comme peut-être Lumineuse l'avait expliqué. euh, Effectivement, c'est pas les hommes sont vraiment pour moi des gardiens à ce moment-là, des gardiens de cette essence sacrée qui coule dans l'incarnation du féminin, que eux-mêmes ils ont en eux. Cette essence-là qui est en fait la source en eux-mêmes aussi.
tant que l'homme n'arrive pas à conscientiser à quel point la femme est sacrée, jamais lui il se considérera non plus comme un être sacré et divin. Il y a plein d'autres choses que je peux dire, mais je te laisse rebondir si tu as besoin de... Oui, moi, ce qui me parlait, justement, tu disais que tu accompagnais les jeunes filles. C'est vrai que Oui, quand on voit son corps se transformer entre le corps de petite fille, le corps de femme qui commence à éclore, moi, je me souviens que j'avais l'impression qu'il y avait un peu deux choix qui se présentaient. Soit une acceptation, on va dire, des attributs féminins, mais qui très vite voilà, sont hyper sexualisés. Donc quelque chose qui saurait se montrer, soit justement eh bien, retenir ça pour pas être confronté à cette hypersexualisation. Donc on dirait qu'il y a un peu tu sais, quelque chose d'inconscient qui se passe dans la transformation, par exemple, d'une jeune fille, surtout quand on n'a pas eu enfin, voilà, un accompagnement sur ben, le corps est sacré, le corps raconte quelque chose en fait. C'est pas un hasard d'avoir une poitrine, enfin, que le corps prenne telle forme, par exemple chez la femme. Euh, alors après, peut-être que, tu vois, je vais un peu, j'exacerbe un peu trop, mais euh, souvent, par exemple, on parle du corps de la femme qui peut être montré nu comme ça, comme si c'était anodin, mais c'est quelque chose de sacré qu'on montre. Enfin, il y a une énergie particulière, tu vois. oui. Et toi qui accompagnes les jeunes filles, voilà, je serais curieuse de voir comment est-ce que tu les accompagnes peut-être là-dessus, quelles discussions tu peux avoir là-dessus et comment tu peux les aider, les orienter, tu vois. Oui. Euh, oui, la nudité, vaste sujet. Montrer son corps, vaste sujet. On est dans une ère clairement qui le suggère, qui le soutient, l'ère des réseaux sociaux, l'ère du numérique et de l'image, l'ère du narcissisme en fait, mais ça veut dire simplement on investit, on met notre énergie sur l'image, donc sur la surface, sur l'apparence. Et donc on est tenté, bien sûr inconsciemment, de miser en fait que sur ça, sur cet espace-là. Donc les femmes, on est encore plus assujetties à ce qui nous suggère en fait à cette place-là, c'est-à-dire ce féminin qui est ce pôle attractif. Et donc forcément que si on s'attarde sur cette surface, ben c'est quoi? C'est le corps, c'est la nudité, c'est dévoiler euh, tout dévoiler pour être, entre guillemets, totalement attractive. Ne mettre aucune barrière dans sa capacité d'attraction pour l'homme. Et pourquoi? Parce que il y a toujours une recherche d'amour, en fait, c'est toujours ça. Mais c'est l'amour qu'on n'a pas retrouvé à l'intérieur de nous, à l'intérieur du divin que nous sommes. Donc, tant que ça n'est pas retrouvé à l'intérieur de nous, cet amour, forcément que les femmes vont être tentées d'aller le chercher dans le regard masculin. Et donc forcément, encore une fois, c'est le corps qui va l'incarner, la chair. Et donc, pour répondre à ta question, comment j'accompagne les jeunes sur ça, je leur explique tout ce que je te dis là. Je leur demande de me parler de la façon dont elles se... déjà, comment elles s'imaginent quand elles me parlent d'elles. Oui, il me faut... si j'ai pas tant de likes sur mes photos, je les supprime. Ça veut dire que je suis moche. Si j'ai pas de commentaires, ça veut dire que vraiment je vaux rien, je suis nulle. Et donc là, j'accueille tout ça. Et vraiment, moi, la meilleure des positions que je peux avoir, c'est déjà de recevoir ce qu'elle me raconte. Et puis, avec mon travail, on va dire spirituel que je fais intérieurement, ce qui compte vraiment aussi, c'est ma présence, que je puisse, à ce moment-là, moi, là, j'ai une responsabilité énorme, c'est que moi, la première, je pose un regard sur elle, je pose ce regard-là d'ouverture divine. Moi, je dois voir le divin qu'elles vont laisser naître en elles, et qui est déjà là de toute façon, et le divin qui est dans l'essence féminine qu'elles vont pouvoir incarner à l'avenir. Et je me dis, même si ça traverse pas mes mots, parce que ça peut être très, très éloigné peut-être de leur conscience actuelle, je m'efforce vraiment d'être disponible dans mon regard, dans ma vibration, et de véhiculer vraiment cette énergie-là de reconnaissance de leur entièreté, en fait, de leur sacralité, avec quelques mots que je dis par-ci, par-là, qu'elles sont effectivement, que leur corps est précieux, que leur âme est précieuse,
Et c'est valable aussi, bien sûr, pour tous les jeunes, les garçons. Ils sont aussi totalement précieux pour ceux qu'ils sont eux, pour les femmes aussi qu'ils vont rencontrer, les hommes qu'ils vont rencontrer, etc. Et bien sûr, quand ils deviendront papas avec leurs enfants, c'est en fait auprès de chaque facette humaine, on va pouvoir incarner le féminin et le masculin, que ce soit en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que papa ou maman, en tant que petite fille, en tant que grand-mère, enseignante, sagesse. Il y a toutes ces facettes-là qui peuvent véhiculer vraiment des vertus spirituelles fabuleuses. Donc oui, dans l'accompagnement, en fait, tu vas partager, bien sûr, en fonction de la sensibilité, tu vas surtout incarner toi-même. Oui, c'est ça. Exactement. En tout cas, c'est vraiment ce que je mets en arrière-plan pour moi, et je me dis que ça sèmera forcément quelque chose en elle. Mon regard ouvre la porte, notre regard ouvre toujours la porte, en fait, et c'est ça vibratoirement. Et parce qu'au final, le reflet de ce qui se passe avec notamment de comment est utilisée, par exemple, l'énergie sexuelle actuellement, souvent les prémices, ça vient surtout de la construction à l'adolescence. Un peu, voilà, comment on a été accompagné là-dessus, qu'est-ce qu'on a eu comme info. Et tu vas me dire, voilà, si dans ton métier, tu es confronté à ça, si tu as eu des discussions là-dessus et qu'est-ce que tu perçois là-dessus. Mais par exemple, du côté des garçons, c'est vrai que malheureusement, il y a toute une génération de petits garçons qui découvrent la sexualité à travers la pornographie. Et donc là, vraiment, on est dans le bas de la pyramide parce que c'est une dilapidation totale de l'énergie sexuelle, mais à travers le mental même, parce qu'on n'est même plus dans le ressenti du corps, mais c'est vraiment le mental qui vient être pris en otage à travers tout un tas d'images, de fantasmes auxquels ils n'auraient pas pensé, mais qui leur est presque imposé et qui répond finalement à cet instinct plus animal. Et là, récemment, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait un changement là-dessus? Parce qu'en fait, en tant qu'homme, je pense que c'est autant une souffrance pour eux d'être pris au piège. Et j'ai vu sur YouTube qu'il y avait de plus en plus de YouTubeurs, notamment, qui parlaient de ces sujets-là, des hommes qui parlaient de tout ce qu'il y a autour du porno, comment ils ont été finalement... ils ont subi cette addiction et comment ils s'en sont détachés et la libération qui va avec. Voilà, je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça raconte, voilà, actuellement, et quel est finalement le chemin peut-être à faire pour aider les hommes à sortir de ça? Qu'est-ce qui pourrait les aider et comment est-ce que tu vois le fil conducteur entre aujourd'hui et l'âge d'or, qu'est-ce qui pourrait avoir lieu là-dessus? Je prends le temps de réfléchir à ce que je peux... Oui, la pornographie, vaste question. Il faut savoir que j'ai failli publier un texte, un livre même avec mes confrères psychologues à ce sujet. J'avais été invitée pour écrire justement sur la pornographie. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on y voyait vraiment dans cette solution matérielle une réponse en fait pour canaliser un symptôme, une angoisse. Bien sûr, c'est le cas effectivement parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se manifeste dans un mal-être intérieur, un vide en fait intérieur, et donc ça va se loger dans une consommation quelle qu'elle soit. Et donc quand c'est la consommation au niveau de la sexualité, effectivement, le chemin le plus facile, ça va être la pornographie, où il y a c'est un marché. On va choisir, on fait nos courses, on choisit ce qu'on veut, et puis on vient consommer. Et puis une fois qu'on a consommé, on est un petit peu satisfait, puis on va devoir y retourner peut-être dans l'heure qui suit pour certains qui ont des addictions. Et puis voilà. Puis surtout, en fait, ce qui est je trouve, dramatique, c'est qu'on dise qu'en fait, c'est normal. Et ça enregistre dans l'inconscient de chacun que oui, c'est le plaisir, il ne faut pas le rendre tabou, etc. Je suis totalement d'accord sur ça. Le plaisir, il faut enlever toute culpabilité. Par contre, le souci, c'est en fait
ils se font du mal à eux-mêmes. Donc ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a je mets mon énergie au service d'une consommation de corps, en fait, visuellement. Et donc, je mets au service mon corps pour des corps dans lesquels je ne vois même pas l'âme, où je ne vois même pas l'essence. Et donc là, il y a, comme je pense, comme tu le décris dans cette pyramide, c'est totalement euh, euh, explosé, en fait. C'est totalement dissous, désorganisé. Et c'est pour ça qu'il y a une errance, en fait. On erre dans cette recherche de, de, de positionner cette pulsion-là à un endroit, et donc on va la loger sur une image. Donc ça va pouvoir circuler, circuler, circuler. Et en fait, c'est sans fin parce que c'est une fausse circulation. Tant qu'elle n'est pas reliée en fait à, à l'accomplissement à l'intérieur de soi, ça sera un semblant en fait de satisfaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on chemine spirituellement, et ça tu l'expérimentes, j'en suis donc du coup convaincue par rapport à tout ça, tu le sais bien, on cherche en fait à renouer avec notre complétude. Parce qu'à la base, nous sommes des êtres éternels, nous sommes l'éternel dans le corps de chair. Et tant qu'on s'identifie à ce corps de chair et on se croit être ce corps-là, cette identité-là, forcément qu'on est manquant, forcément qu'on va chercher quelque chose pour se combler à l'extérieur. Forcément. Et donc quand ça se loge dans la sexualité, c'est un trou sans fin. Bon, mauvais jeu de mots peut-être, mais c'est vraiment un trou sans fin en fait. C'est une énergie qui ne trouve pas en fait d'issue. La seule issue pour qu'il y ait réellement satisfaction, c'est comment dire, qu'elle chope en fait le petit canal là, comme tu dis, qui monte en fait à, à cette essence beaucoup plus connectée, à l'essence primordiale de la lumière, qui fait que ben, l'énergie, elle sert à quelque chose, elle va servir à la création, elle va servir au tout, et pas rester sur un plan d'expérience qui est totalement décousu en fait du plan cosmique, du plan universel de Dieu. Et qu'est-ce qui peut aider à transiter entre cet espace-là, en tout cas cette expérience de conscience et l'expérience que je vois dans les âges d'or? J'ai envie de te dire, il n'y a qu'une seule réponse, cheminer vers soi. Cheminer vers soi et en fait, totalement reconnaître ce dépouillement qui est nécessaire, en fait, ce dépouillement d'identification à la chair, parce que dans la chair, il n'y aura que de la chair. Et on ne sera jamais complet. Nous ne sommes pas la chair, nous sommes tout. Donc c'est un chemin spirituel, en fait, qui va pouvoir faire un petit peu bouger les choses. Après, sur un plan purement psychologique, si vraiment on ne peut pas parler de ces choses-là avec certaines personnes, ce qui va aider, c'est tout simplement on va dire, de restructurer un petit peu le personnage. Donc ici, la personnalité qui a peut-être des blessures, des failles, des mémoires traumatiques à ce sujet, d'amour de soi-même qui a été fragilisé par des expériences. Et donc venir recombler ces failles pour éviter d'aller essayer de se remplir par l'extérieur. Essayer en fait de recombler à l'intérieur de soi-même par sa propre volonté. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'aller séduire? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'aller me mettre au regard d'eux pour me sentir en fait vivant? Parce que cette vie-là, elle n'est pas à l'extérieur, elle est censée être à l'intérieur de soi. Merci. Par rapport à cette donc, vision que tu as par rapport à l'âge d'or, Oui. moi, donc, toujours avec mon petit schéma de pyramide, donc je me dis, voilà, on est là, et en fait, l'âge d'or, c'est arrivé vers là. Et en fait, c'est un cheminement qui existe quelque part malgré nous, un peu comme quand nous, on est bébé, tu sais, et on est à quatre pattes finalement, on apprend à marcher, et ensuite, on va faire le passage vers la mort où il y a cette
remonter, tu vois, ça dessine un peu la même chose. Donc, c'est quelque chose qui existe à travers nous, malgré nous. Que ce soit bien sûr une mort physique ou symbolique à la fin, il y a toujours quand même ce phénomène. Ma question, c'est dans l'âge d'or, donc c'est un peu comme si on regardait dans le futur de ce qu'on est maintenant. Est-ce que tu le dirais un peu comme ça? Totalement, oui. Et qu'est-ce que tu perçois, par exemple, des relations de couple? Comment, voilà, qu'est-ce que tu perçois? Comment, par exemple, est employée la sexualité? Comment sont les rapports de couple? Qu'est-ce qui en ressort? Et comment ça peut nous aider actuellement? C'est-à-dire, non pas en se comparant, parce que des fois, se comparer, ça peut créer une forme de culpabilité dans le présent, de ne pas encore vivre les choses de la même manière, de ne pas encore les appliquer de la même manière. Parce que souvent, on peut entendre, tu sais, des gens qui font des gens qui canalisent, je sais pas, les aides d'autres sphères, et qui vont canaliser en disant, bah, c'est ça, tu vois, c'est ça qu'il faut maintenant. Alors qu'en fait, c'est comprendre qu'on nous envoie une image, et cette image, c'est un peu comme quelque chose qu'on vient absorber pour nourrir, en fait, nos comportements présents, tu vois, sans pour autant se comparer, tout changer d'un coup, mais d'un point de vue mental pour faire pareil mentalement. Voilà, c'est tu vois comment ça passe. Concrètement, ce que je vois, je vais aller à l'essentiel. Les femmes, c'est la source. Ce sont des déesses divines. Bon, déesses divines, ça fait trop de, il y a trop de déesses dedans, trop de dieux, je vais y arriver. Ce sont des déesses, des incarnations du divin dans la chair. Et donc, qu'est-ce que c'est que le féminin dans la chair? Eh bien, c'est elle. Qu'est-ce que c'est que le masculin primordial, éternel dans la chair? Eh bien, c'est eux. C'est vraiment l'incarnation parfaite et accomplie du féminin et du masculin. C'est la mère cosmique et le père cosmique. Bien sûr, chaque femme que je vois dans les âges d'or, elles sont toutes uniques. Elles ont toutes une vibration qui est la leur. Donc, à travers leur prisme, elles viennent peut-être diffuser une coloration de la mère, une coloration de la femme. Et en ça, aucune femme n'est jalouse des unes et des autres. Il y a pas, ça n'existe pas. Et les hommes non plus ne sont pas à la conquête d'une femme. Il y a, il y a des affinités, il y a comme des prédispositions d'âme à âme pour qu'elle crée en fait euh, un couple qui représente en fait le visage de Dieu sur terre, donc dans son principe féminin et principe masculin unis. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a des choses qui coulent de source, il y a des relations en fait qui se créent par cette affinité vibratoire selon des missions qu'ils ont en commun, des missions qui sont totalement en adéquation. Et c'est pour ça que le couple peut se former. Et donc, ça a une haute valeur spirituelle, en fait. Le but de l'union, il est vraiment au service de Dieu pour mener à bien un projet en particulier. Ça peut être de toute façon, de toutes sphères, en fait. C'est vraiment... on peut l'appliquer sur tous les plans. Si je veux dire, je pense aux jardiniers, s'il y a un homme et une femme sur le plan voilà, des âges d'or qui ont une main verte, effectivement, ils seront Dieu sur terre, version féminine et masculine de la culture, de l'agriculture, pour justement donner aux fruits toutes leurs chances d'éclore sur leur versant le plus lumineux, en fait. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment, de ce que je ressens, c'est les missions qui les relient, qui sont communes. Voilà. Je sais pas Trop si tu bien. veux aider après, mais dis-moi si... Non, déjà, c'était super inspirant et c'est vrai quand on parle de ça, c'est pas une image mentale, c'est vraiment une vibration de la couleur, quelque chose qui s'unit pour après venir peut-être dans notre sphère matérialiser quelque chose ou même sur d'autres sphères, créer d'autres sphères même. Et moi, un peu l'image que j'avais quand tu parlais, tu sais, c'est avant, on avait des rois et des reines.
Et le roi et la reine, bah, c'était ça en fait. Ils étaient choisis non pas par compatibilité amoureuse, sentimentale, telle que nous on l'entend d'un point de vue humain. Ils étaient réunis pour une mission commune Oui, de lignée en fait, à travers donner un enfant, donc le futur roi par exemple, et prendre soin du royaume finalement. Et je oui, me dis, c'était peut-être ça en fait qui était inspiré dans les époques haute civilisation, quand on avait un roi, une reine, c'était un peu comme un miroir de ce qui peut se passer dans l'âge d'or, c'est-à-dire avoir vraiment des gens qui sont choisis pour leur sagesse, normalement, leur sagesse et leur compatibilité de mission au-delà de l'aspect émotionnel, sentimental, puisque de toute façon, ils servent l'amour tellement. inconditionnel. Donc, de toute Tellement. façon, ce qui va les unir, c'est cet amour inconditionnel pour l'amour qu'ils ont pour Dieu et Oui, pour toutes les personnes qui accompagnent dans leur royaume. Je sais. c'est Ok. tellement ça. J'avais pas fait le lien avec les rois et les reines, mais c'est tellement ça. C'est vraiment, oui, c'est comme s'ils étaient tous des rois et des reines, mais de Dieu, en fait. Ce sont que des couples comme ça. Alors effectivement, je pense que malgré le fait qu'ils soient dans des civilisations évoluées, il y a quand même des seuils d'apprentissage, des seuils de sagesse. Et donc, ils n'ont pas tous, comme tu peux le dire aussi, les mêmes missions. Il y a quand même une hiérarchie. Mais la hiérarchie, elle est absolument, elle n'est pas du tout écrasante. Elle n'est pas soumise au pouvoir, en fait, de la civilisation, mais elle est soumise au pouvoir de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est véhiculé et chacun est à sa place. Donc en fait, il n'y a pas de petits couples et de grands couples. Ils sont tous en fait dans le service pur du royaume. Alors sur Terre, quand c'est sur Terre, mais sur d'autres plans aussi. Voilà. Ouais, vraiment. La royauté, je pense que, comme tu dis, c'est un vrai miroir de ce qui peut se passer sur des civilisations évoluées. Mm. Et bien Vraiment. sûr, à comprendre toujours d'un point de vue symbolique, parce que bien sûr qu'il y a eu des dérives, mais Ouais, c'est l'essence des choses qui nous sont données a toujours une nature pure. Bon, après, l'humain, comment il va l'employer, forcément, ça peut être détourné, quoi. Mais c'est c'est vrai ça. que j'avais un peu cette image des rois et des reines. À la base, c'était vraiment divin. Puis après, ça a servi peut-être d'autres plans, tu vois. Oui, oui. Et j'avais une question. Dis-moi si ça fait beaucoup ou Non, si ça non, va. je suis toute ouverte. Euh, J'avais une question par rapport, tout à l'heure tu parlais du plaisir et c'est vrai que quand on chemine dans la spiritualité, il y a plusieurs échos, mais pour moi c'est toujours plusieurs échos qui se parlent depuis des étages différents et c'est souvent des gens qui oublient que l'étage où ils sont englobe tous les autres étages qui sont en dessous, tu vois. Oui, Et c'est vrai que, par exemple, il peut y avoir des écoles où tout ce qui est relié au plaisir féminin, on doit s'en détacher. Et du coup, si cette personne qui est dans cette vision va parler avec quelqu'un qui peut-être est plus connecté, je ne sais pas, à la chair, mais dans une dimension plus spirituelle, tu vois, ça va être deux dialogues. Peut-être ils vont pas être sur la même marche, mais ils vont pas s'entendre. Du coup, comment, tout à l'heure, tu parlais par exemple, du plaisir relié au corps. Comment, par exemple, déculpabiliser tout un inconscient relié à des dogmes religieux, des fois très, très durs, tu vois, très oui. coupé du corps, très coupé de ces sensations-là. Et comment faire peut-être la paix avec cet inconscient qui peut-être bah, est présent chez beaucoup de femmes, tu vois. Comment faire le pont, finalement, entre et comment est-ce que toi, tu le sens et comment est-ce que tu en parles peut-être avec les personnes que tu accompagnes aussi? Euh, alors, si je résume bien ta question, là, c'était surtout par rapport à, par exemple, ce qui est véhiculé, on va dire, dans certaines religions, dans certains dogmes, qui ferait que le plaisir est coupable. C'est, en gros, hein, ouais, c'est ce qui peut être. Oui, c'est ça. Ou même par rapport, bah oui, à l'histoire des religions et le bagage qu'on peut récupérer inconsciemment en tant que femme, Oui, tu vois. Voilà. on a des mémoires, on porte des mémoires comme ça, et donc c'est un travail d'épuration, un travail de transmutation de tout ça. Euh, Ce que j'ai envie de te répondre, c'est euh, il faut toujours revenir à la beauté. Alors la beauté, oui, effectivement, aujourd'hui,
comme tu l'expliquais, on va tout détourner, mais à la base, la vertu beauté, c'est la vertu de Dieu, c'est la vertu du divin, c'est la vertu de l'éternel. Tout ce qui est en fait disharmonieux, c'est quelque chose qui est coupé en fait du flux universel qui est le divin. Et donc, si on se relie à l'essence beauté, qui est vraiment reliée à l'essence spirituelle, en fait, on va la trouver aussi dans le corps. Et en ça, du coup, quand tu partages un moment avec un compagnon ou avec une compagne, tu partages avec cette beauté-là, tu viens honorer cette beauté-là. Ton corps doit être honoré pour cette beauté-là. Ton corps est le temple, en fait, qui accueille la beauté parfaite, miraculeuse du divin. Donc, quand tu te rapproches sexuellement, charnellement de l'autre, ou quand tu laisses l'autre se rapprocher de toi charnellement, il doit ressentir combien cet espace-là, c'est le territoire, c'est la propriété de Dieu. Ça n'est pas sa propriété à lui. C'est la propriété du grand tout. Donc nous appartenons tous à cette énorme propriété universelle, mais au grand jamais à notre ego. Et ça, c'est le problème, c'est que dans la sexualité, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une conquête, il va y avoir un désir de conquérir, de séduire, comme si l'autre allait nous appartenir, et donc on allait pouvoir, en fait, quelque part, lui piller quelque chose dans son énergie. J'ai besoin de ton énergie, et quelque part, je te la pille parce que j'ai besoin de me combler. En réalité, la vraie relation amoureuse et sexuelle, ça va être celle où je reconnais ta beauté à l'intérieur de toi. C'est la beauté du divin qui est exactement la même en moi. À travers ton prisme, elle peut m'aider à m'élever. À travers ton prisme, il y a une communion avec ma propre façon d'exprimer le divin, version masculine ou féminine. Et là, oui, là, on vient comme se recueillir auprès d'un autel, en fait. Se recueillir auprès de notre compagnon ou de notre compagne, c'est se recueillir auprès de Dieu, venir le sacraliser, venir l'honorer, venir le célébrer. Et là, effectivement, le plaisir, il n'a rien à voir avec le plaisir que on peut vivre sur l'espace uniquement charnel qui est là, en fait, pour décharger une pulsion qui n'arrive pas à trouver un endroit où s'accrocher, en fait, parce que ça veut juste s'accrocher à cette éternité qu'on n'arrive plus à reconnecter, tout simplement. Merci, c'était super beau. Et est-ce que tu en parles comme ça, par exemple, je ne sais pas, à des jeunes filles ou des jeunes hommes que tu accompagnes, s'ils ont des questions sur la sexualité? Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui m'intéresse beaucoup parce que donc j'ai écrit des livres voilà, pour les petites filles pour parler de transformation du corps féminin. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut parler à peut-être des enfants qui commencent à se poser des questions, des ados qui se posent des questions sur la sexualité. Comment est-ce qu'on peut leur présenter cette fameuse sexualité en trouvant, tu vois, les mots justes Oui. Parce que souvent, je pense que l'enfant va naviguer dans sa sexualité aussi en fonction de comment les adultes en parlent, de qu'est-ce qu'ils voient des adultes, comment les adultes incarnent cette sexualité, tu vois. Oui. Voilà, je suis curieuse de savoir comment toi tu en parlerais et quels seraient les mots que tu emploierais par exemple. Je pense que je reviens, alors je le dis plus ou moins comme ça, mais c'est vraiment la beauté. Je leur dis observe, observe, observe à quel point tu es belle. Mais tu es belle, tu es déjà belle. Peu importe ta forme, peu importe ton corps, peu importe ta personnalité, tu es magnifique. Et ton compagnon sera aussi merveilleux. Tu vas apprendre à te relier à lui dans sa beauté. Qu'est-ce qui fait que, waouh, il est beau? Mais pas il est beau physiquement. Il est beau dans sa nature la plus profonde, dans son énergie, en fait, qui va t'accompagner, qui va t'épauler, qui va te comprendre, etc. Et te compléter, en fait, mais te compléter pour que tu puisses toi aussi grandir. Moi, vraiment, je pense que c'est la beauté a quelque chose vraiment
à faire fleurir, si on reprend avec ce concept-là toute la sexualité, pour moi, le beau, vraiment peut aider à matérialiser peut-être certaines pensées. Parce que du coup, je fais le lien, en fait. Concrètement, si on revient sur l'histoire de la pornographie, soyons clairs, s'il y a quelque chose qui n'est pas beau, c'est pas beau. Et d'ailleurs, les personnes qui vont en parler, elles vont souvent dire, ah, c'est dégoûtant, c'est sale, mais j'aime ça. C'est dégoûtant, c'est sale, mais j'aime ça. Donc, je culpabilise. Donc, moi, ce que j'inviterais à faire aux gens, c'est déjà de repérer un premier temps. Ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui émerge comme quelque chose de... Voilà, c'est pas joli, c'est pas harmonieux, et quelque chose qui est disgracieux. Ok. Je ne vais pas culpabiliser parce que je suis attirée par ça, par contre. Il y a quelque chose qui, humainement, primitivement, fait que je suis naturellement attirée, que mon corps, il fonctionne d'une façon merveilleuse. Et ce corps-là, fonctionnant d'une façon merveilleuse, il a besoin aussi de vivre et de laisser circuler tout ça. Donc déjà, on enlève toute la culpabilité. Par contre, quand on replace du coup, pourquoi il y a quelque chose quand même de disgracieux et de disharmonieux dans cet attrait que je peux avoir sur le corps de l'homme ou de la femme, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment reconnecté en fait à une élévation de ce désir-là. Quand on a ce désir qui commence à devenir dans l'esprit, dans l'attirance charnelle, moi j'ai envie de leur dire, élevez-le, élevez-le à la part la plus belle que vous puissiez réaliser à ce jour. Comment je peux désirer je crois que la chanson d'ailleurs c'est avec Ayana Kuma, je sais plus comment on l'appelle ça, avec Corneille et le titre c'est je sais plus ce que c'est, mais en gros il parle de se désirer avec classe. Je te désire avec classe. Hein? Je sais pas si et moi je me suis dit mais ça c'est trop bien qu'ils en parlent. Parce que les jeunes ont besoin de se désirer avec classe. Donc eux, ils ont des mots peut-être un peu plus adaptés que les miens, mais en fait, c'est ça. Je te désire dans le respect, je te désire avec classe, et ça marche à chaque fois. C'est ça qui marche à chaque fois. C'est pas quand je te désire dans l'absence du respect. Donc vraiment, en gros, ce serait élever ce désir-là vers notre classe intérieure. Comment je peux me sentir en fait respectueux et respectueuse de mon corps et du corps de l'autre quand je rencontre l'altérité dans cet espace-là intime. Et alors, je vois qu'on arrive à 50 minutes d'échange. Est-ce qu'il y a des... Quand je t'ai posé la question du thème, par exemple, hier, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs infos qui venaient. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager sur la thématique voilà, est-ce que tu sens quelque chose qui te traverser ou... Là, on a fait quand même beaucoup le tour. Qu'est-ce que... Je réfléchis. Là, ce qui me vient, c'est vraiment aider les gens à se libérer. J'ai envie de nous encourager à être totalement libres, déjà, comme je disais juste avant, lâcher la culpabilité et, et se sentir en premier libre avec ce corps qui, de toute évidence, de façon naturelle, il a besoin de s'exprimer. Là, je pense que c'est la première étape qui fait que on peut après enclencher la suite. On est libre de ressentir la beauté chez toutes les femmes, chez tous les hommes. Oui, oui, effectivement. Toutes les femmes sont merveilleuses. Le corps féminin est merveilleux. Il est attractif. Le corps masculin est merveilleux, est attractif. Et donc, on enlève tout ça. Que tout ce qui peut nous faire porter un petit peu, en fait, ce poids, notamment des dogmes, en fait, qui ont essayé de traduire une réalité qui est effectivement cosmique et universelle, divine, mais qui a en fait été traduite sur le plan du mental. Voilà. En réalité, quand on voile la femme voilée dans certains dogmes, c'est le féminin qui est précieux et celui qui doit s'en approcher, il doit le préserver.
ce féminin-là est si précieux en l'homme comme en la femme. Cette âme-là, cette intériorité, cette essence divine de lumière est tellement précieuse que oui, elle est voilée. Elle est gardée sous ce joli voile doux qu'on peut effectivement dans l'intimité s'autoriser à regarder. On va regarder, effectivement. Et là, il y a tout le sacré qui peut sortir. Mais ça ne veut pas dire, femme, cachez-vous. Ou alors, femme, justement, au contraire, pour lutter contre ça, enlevez tout. Non. Oui, il y a Socrate qui m'appelle. Il approuve. Connais-toi toi-même, Socrate, c'est ça. Oui, c'est ça. Je le rappelle. Mais oui, en plus, quand tu disais, par exemple, la symbolique d'enlever le voile dans la maison, c'est dans sa maison intérieure. C'est le fait d'être... C'est dans sa maison intérieure, quoi. Oui. D'accord. En tout cas, c'était très riche. Merci beaucoup, Maëva. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que... J'ai vu que tu faisais des accompagnements. Est-ce que c'est des accompagnements qui touchent particulièrement, par exemple, ces thématiques-là, ou ça englobe d'autres choses? Voilà, si tu veux faire un petit point là-dessus. Comme ça, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Alors, vous pouvez me suivre donc sur Les Voix Gardiennes, sur Instagram, et sur Arche d'Éden, qui est aussi sur Instagram. Et donc, vous avez sur je crois uniquement sur l'Arche d'Éden, il y a le site, mon site professionnel, maevalakassani.com. Et donc, sur mon site, il y a, on va dire, 3 grandes étiquettes, 3 grandes initiations pour en fait avoir des grandes thématiques. Mais grosso modo, si vous avez des questions même précises sur ces sujets-là, je vous accompagne, je vous guide, je vous éclaire comme on a fait aujourd'hui peut-être sur ces questions précises. Et oui, je reviens beaucoup sur l'union sacrée parce que, alors, je parle du couple initié à la lumière, mais effectivement de l'union sacrée. Quand je parle de l'initiation 2, c'est l'union sacrée et ses bases, c'est effectivement à l'intérieur de soi. Ce principe féminin, cette polarité attractive et cette polarité répulsive, ce concave et cet extérieur, incarné par en fait, les organes sexuels à la base, en tout cas en représentation, eh bien, ces principes-là, ce sont des vertus divines qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est ce que je transmets en fait dans l'initiation, dans les bases de l'union sacrée. Et quand on a ces bases-là spirituellement, on peut beaucoup plus facilement l'incarner en fait dans la matière, dans nos relations affectives et de tout ordre en fait, avec soi-même. Voilà. Et puis, le trousseau de l'initié, ça va être vraiment des bases pour qu'on s'entende sur quelques termes, sur quelques socles, pour savoir après, pour faire la suite des transmissions avec mon prisme. Trop bien. Bah, écoute, je mettrai tous les liens sous la vidéo et je te remercie parce que vraiment, quand tu parlais, en fait, on parlait de ces sujets, j'ai l'impression que ça les éclairait vraiment du divin, tu vois. Même là, quand tu as fini en parlant des attributs sexuels, d'un coup, je sais pas, il y a le divin qui se révèle à travers c'est une magie finalement. On assiste, rien qu'en observant les organes sexuels, finalement, c'est la symbolique la plus densifiée de ce qui se passe au niveau de la création sur d'autres plans subtils, quoi. C'est la même information, mais qui est descendue pour se densifier, pour nous raconter quelque chose de tellement précieux, tu vois. Et finalement, quand on visualise ça, on se dit, ouais, mais c'est tellement sacré, que ce soit dans l'intime ou quand on se promène dans la rue, qu'on observe les hommes, les femmes qui nous entourent, d'un coup, il y a ce sacré qui se relève. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai senti pendant notre échange avec toi. Oui. Là, j'ai une dernière chose qui me vient. Donc, tu parlais, donc, j'ai parlé des organes, donc, et effectivement, comme tu le précises, c'est la matérialisation, la manifestation des lois universelles du principe féminin et du principe masculin, mais donc du coup dans la chair, c'est vraiment merveilleux. Et quand on élève son désir à cette observation-là, oui, on peut désirer, mais vraiment dans quelque chose, dans un espace vraiment respectueux et de dévotion en fait. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que soyons clairs, l'organe masculin, c'est ce symbole-là de la puissance, en fait.
on parle de la puissance. Est-ce qu'il est puissant ou est-ce qu'il est impuissant? Voilà, donc en fait, c'est la puissance même du divin qu'on laisse circuler. C'est une énergie qui prend une source bien, bien, bien au-delà de l'espace charnel. Et donc, si on a du désir et de la libido, en fait, c'est une énergie qui vient de bien plus haut. Et donc, c'est à ça qu'on se connecte. Et on ne le sait même pas. Donc, cette puissance-là, en fait, vu qu'elle n'est pas conscientisée, eh bien, elle va trouver un endroit où se loger qui va être la matière. Et donc, qu'est-ce que c'est que la puissance dans la matière? Dans le principe masculin auquel nous aussi, en tant que femmes, on va, ben, ça va être le pouvoir, l'ego, l'argent, la possession, etc. Voilà. Et tant qu'on ne relie pas cette puissance merveilleuse qui est le masculin à sa vertu divine, on restera dans ce que peut-être certaines religions appellent le péché. En fait, c'est juste une infidélité qu'on fait à soi-même, à la lumière. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour cette dernière image. Ouais. Et je te remercie en tout cas pour cet échange qui était très riche, que j'ai hâte de partager et hâte d'avoir le retour des personnes qui écouteront et qui seront touchées par tous ces messages. Et je te dis à bientôt. Et une belle journée. À bientôt aussi. Je te remercie vraiment de m'avoir invité pour ça. Et merci d'avoir contribué à cette très, très grande question essentielle. Vraiment, merci beaucoup, Jade. De rien. À très bientôt. À très bientôt.